Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wishlist. Wishlist, c'est votre rendez-vous mensuel de chaque début de mois où on vous parle des actualités marquantes de ces 30 derniers jours, accompagné de nos recommandations, ce qui nous a plu, mais aussi déplu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, nous laisser une petite note sur les plateformes de streaming ou un petit commentaire. Ça nous motive pour la suite et ça nous rend un peu plus visible sur les plateformes de podcast. Moi, c'est Axel. Et moi, c'est Robinson. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du box-office de ce mois dernier. Ensuite, nous vous parlerons de ce qui nous a marqué, les sorties marquantes un peu de ces 30 derniers jours. Et on finira par nos recommandations pour le mois prochain. Générique. Eh, merci d'écouter Divulgaché. Non, 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 non. Alors on est quoi? On est que des consommateurs, tu as dit. On est des consommateurs. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Et on entame cette wishlist par le principal sujet de notre dernier épisode de Divulgaché, qui est le film Furiosa, Mad Max Saga. Donc on vous en a déjà parlé en long, en large et en travers dans le dernier épisode de Divulgaché, donc on va pas refaire tout ce qu'on a fait, mais on va juste, en tout cas pour ma part, vous le conseiller et vous conseiller d'aller le voir si vous avez aimé Fury Road, et même si vous n'avez pas aimé forcément, enfin si vous n'avez pas vu forcément Fury Road, vous pouvez aller le voir. Ouais, vu qu'il est très Pour différent. moi, c'est oui, tout à fait, ouais. Pour moi, c'est un film qui complète complètement l'histoire de Fury Road, qui nous amène plein de nouvelles informations, plein de nouvelles choses, plein de lore un peu à tout ce monde. Mais ça propose une expérience différente. C'est moins, énervé, c'est moins effréné, c'est pas une course-poursuite tout le long, contrairement à Fury Road. Axel, un petit mot aussi sur ce Furiosa qui, je pense, nous a conquis tous les 2, quoi. Ouais, 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 bah oui, c'est ce qu'on a dit dans le dernier épisode. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, je vous le recommande. Surtout que quand on y allait, les salles étaient assez vides au final, hein. Toi, tu y allais en avant-première et moi le jour même de la sortie et nos salles étaient à trois quarts vides. Par contre, on peut aussi parler, des 25 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation, qui est pas foufou, hein, pour, son alors on en a parlé dans le dernier épisode, donc j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'était un truc comme 180 ou 160 millions de dollars et là, on est à 25 millions de recettes pour le premier week-end. Le film va avoir du mal à rentrer enfin, être rentable. C'est un peu triste, je sais pas ce que tu en penses, mais de toute façon, c'est un peu le syndrome du cinéma en ce moment, mais c'est quand même un peu triste pour le film, quoi. Ouais, c'est triste, mais enfin, j'ai l'impression que c'est aussi un film et un univers et un sujet qui passionne pas non plus tout le monde. Tout le monde n'a pas accroché comme on a pu accrocher nous, au Fury Road de 2015. Donc c'est peut-être juste, ouais, c'est peut-être juste un peu plus niche que ce qu'on pense, quoi, tout simplement. Il y a pas eu que ça ce mois-ci au cinéma quand même. Il y a eu, la sortie de Challengers avec en tête d'affiche Zendaya. Axel, tu l'as vu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du pitch? Sachant que c'est quand même un film qui est sorti le 24 avril en fin de mois dernier qu'on a vu pendant ce mois de mai, qui avait un budget assez normal de 55 millions, qui a déjà, qui est déjà bien parti au niveau du box-office. Donc, je te laisse nous faire un Ouais. petit pitch du film et de nous donner ton avis. Ouais, bah, écoute, moi, du coup, j'ai vu le film. C'est un film de Luca Guadagnino. Alors je connais pas, apparemment, c'est un réalisateur qui fait pas mal de films. Moi, j'avoue que j'avais pas, ou alors j'ai pas souvenir d'avoir vu un de ses films. J'ai été très surpris par le film. Je sais que en fait, c'est un espèce de film sur un trio amoureux, entre Zendaya, Mike Fest et Josh O'Connor. Si vous voyez les acteurs, de toute façon, on vous mettra des images, qui sont des acteurs vachement en vogue, de toute façon, les 3, Mike Fest notamment aussi. Et du coup, on va suivre les 3 d'abord dans leur jeunesse, puis après plus vieux, qui sont en fait des tennisman et tenniswoman, qui sont sur le circuit, alors je sais pas si on dit le circuit amateur, tu pourras peut-être me renseigner, mais en tout cas le circuit, des jeunes encore et qui vont se rencontrer, interagir ensemble et sans en dire trop, 2 des 3 vont tomber amoureux et à partir de là, on va les suivre, on va dire, 15 ans plus tard, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on va les retrouver en fin de carrière, en fait, avec chacun, leurs objectifs, ce qui leur est arrivé dans la vie et cetera. Et il va y avoir tout au milieu de ça, un espèce de jeu, de triangle amoureux, quoi. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper surprenant. Déjà, faut savoir un truc, c'est que Zendaya est vachement différente de ce qu'elle nous habitue à jouer. Je dis pas que le personnage est détestable, mais le personnage est assez complexe. De toute façon, les 3 personnages sont assez complexes. Toi, t'as pas vu le film encore? Non, pas encore, non, j'ai bien envie d'aller le voir. Ma compagne voulait aller le voir aussi, donc soit au cinéma, soit on va attendre, qu'il sorte, sur les plateformes. Mais hâte de voir et surtout, ouais, hâte de voir un peu ce que donne Zendaya, toujours un peu intrigué par cette actrice, même si elle commence à avoir fait pas mal de rôles maintenant, je suis toujours un peu intrigué, tu vois?
Ouais et tu verras, il y a quand même un côté un peu mystère parce qu'on comprend pas bien entre les 2 situations, parce qu'encore une fois, le film va switcher entre, dans le passé et dans le présent et du coup, il va y avoir pas mal de choses qui demandent des explications au fur et à mesure du film. Le film est assez long d'ailleurs, je crois qu'il fait plus de 2 heures et surtout, la petite particularité, c'est que la bande originale est composée par le duo Trent Reznor et Atticus Ross. Alors moi, j'avais vite fait entendu parler d'eux, apparemment, c'est des compositeurs, producteurs, artistes, musiciens. Je sais plus s'ils sont américains ou anglais, je sais plus. Par contre, c'est des gens qui font de la très bonne musique électro et le film est rempli de musique électro, même techno, et moi j'ai adoré, c'est un truc que, bah, toi aussi tu bien ça Ouais, c'est et plutôt pour me franchement, j'ai trouvé convaincre ça ça. hyper surprenant, du coup, ça rythme vachement les échanges de tennis et non, vraiment, moi j'ai bien aimé tout ce que le film a eu à proposer. Je trouve en plus que c'est le genre de film qui demande peut-être de le revoir une deuxième fois pour avoir une autre vision, sachant ce qui se passe à la fin. Je vous spoile pas, mais vraiment la fin, déjà il y a une superbe scène, je vous mettrai des images, une superbe scène des échanges entre les 2 personnages principaux qui vraiment, je pense que j'ai jamais vu une scène comme ça tournée pour du tennis, donc c'est vraiment génial et en plus de ça, la musique est géniale et la fin, le dernier plan du film, moi j'étais sur le cul. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce truc de qui va finir avec qui, qu'est-ce qui va se passer et à la fin, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on te montre et voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma, c'est un super film. Aussi bien si vous êtes amoureux, des films un petit peu de trio amoureux ou si vous êtes amoureux du tennis et des films de tennis, les 2 marchent très bien ensemble. Ouais, puis ça va bien dans le contexte actuel, hein, puisque Roland Garros bat son plein pendant qu'on enregistre et qu'on sortira sûrement cette vidéo. Donc pour nous Français, c'est toujours un moment où on a du tennis gratuit à la télé et on peut kiffer, donc c'est plutôt cool. Et pour info, Luca, Guadagnino, c'était le réalisateur, de notamment Call Me by Your Name, le film avec, Timothée Chalamet et Armie Hammer, qui l'avait assez révélé à l'époque, dans ce rôle d'un jeune enfant, qui cherchait un petit peu sa sexualité. Et bah Donc et bah, du coup, il ça doit, explique, souvent, sans ouais. trop en divulgacher, ça explique pas mal de ce qu'il y a dans ce film-là. Parce qu'effectivement, on parle un peu de ces choses-là aussi, donc OK, très bien. Donc voilà, une bonne recommandation. On enchaîne toujours au cinéma avec un autre film complètement différent cette fois-ci, sorti le 1er mai 2024 du coup, avec en tête d'affiche notre, cher Ryan Gosling, mais aussi Emily Blunt, qui est donc Fall Guys, un film sorti, un petit peu, entre guillemets, pas dans l'ombre, mais, on a vu 2-3 bandes annonces, mais ça a pas non plus il y a pas eu non plus une com, intersidérale, j'ai trouvé pour moi personnellement. Ouais, puis le film apparemment, a vachement du mal aussi à se vendre puisque comme Challengers, il est disponible en VOD aux États-Unis déjà. Et que c'est souvent signe que malheureusement, ça attire Ah pas ouais? assez de gens en salle. Ouais, c'est les premiers retours que j'ai vus, c'est que comme ça attire pas assez de gens en salle, bah, on a un box-office à 145 millions et on a un budget qui est entre 125 et 150 millions, donc ils ont vraiment du mal à rentrer dans leurs frais. Sachant que Ryan Gosling, il est plutôt bankable en ce moment. Pareil pour Emily Blunt, elle est dans plein de films bankable, donc c'est hyper surprenant, ouais, de voir que le film se ramasse un peu. Mais je pense que le film est peut-être sorti un peu trop tôt. Parce qu'en plus, tout le visuel, je sais pas si tu as vu l'affiche et cetera, même dans le film, en fait, ça fait très Dune, ça fait très Mad Max dans le désert, dans le machin et du coup, je pense que c'était peut-être un film à fallait peut-être laisser quelques mois et le sortir cet été, quoi. Moi, je pense que c'est ça qui lui a porté préjudice. C'est sûr qu'au milieu de tous ces blockbusters mais au final, ça parle de quoi, Fall Guys, Axel? Ça parle de Ryan Gosling qui joue un cascadeur qui va être victime d'un accident sur un tournage et suite à ça va arrêter sa carrière et Emily Blunt, qui est une connaissance à lui, va, sans trop rentrer dans les détails, lui demander de revenir, de reprendre son job pour un film qu'elle est en train de réaliser. Un film, sans trop vous spoiler, vu les musiques qu'il y a en fond et les décors, c'est vraiment Dune, quoi. C'est Dune mais en mode parodie, donc c'est assez drôle d'ailleurs, il y a vraiment des scènes où tu fais: «OK, si c'est» enfin vraiment soit c'est Dune, soit c'est Mad Max, mais on est vraiment à fond dedans et du coup, c'est un gros film d'action avec beaucoup de comédie. J'ai bien aimé le film, mais je dirais que j'en attendais peut-être un peu trop, sachant que je l'ai vu après Mad Max, enfin après, Furiosa. Je trouve que quand même il y a beaucoup de scènes d'action qui tombent un peu à plat, parce qu'elles sont cool, elles sont très bien réalisées, mais en fait, ça n'a pas le génie, d'un George George Miller, Miller. ouais. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment très convenu, on va dire, dans ce que ça propose. Là où moi, j'attendais peut-être un peu plus, surtout que Ryan Gosling, il a fait beaucoup de films où il donne beaucoup de sa personne. C'est un acteur qui est très physique, donc je m'attendais peut-être à un peu plus, mais c'est quand même très impressionnant. Il y a vraiment des scènes hyper impressionnantes et l'humour marche bien. Je dis pas qu'il fait toujours mouche, mais franchement, l'humour marche bien. Emily Blunt, elle est toujours aussi marrante.
Ryan Gosling, il joue un peu son rôle de Ken qu'il a en ce moment, c'est-à-dire le mec un peu stylé mais un peu drôle. Donc non, non, moi j'ai bien aimé. Après, je vous le recommande quand même moins que Challengers. Je trouve que le film, t'en ressors, tu retiens pas grand-chose. Et au milieu de ces films, moi j'ai vu une série qui elle est sortie sur Netflix, dont on a parlé déjà, plusieurs fois, notamment dans la wishlist, si je ne dis pas de bêtises, de mars, qui est Fiasco. Fiasco qui était sorti donc le 30 avril, donc j'ai pu le voir pendant ce mois de mai. Une série française, réalisée par Igor Gottman et produit par lui-même et Pierre Ninet, avec du coup en acteur principal Pierre Ninet, on a aussi François Civil, on a Géraldine Nakache, on a même Vincent Cassel pendant les premiers épisodes. Mmh. Une série qui, est assez particulière quand même, c'est un mélange de donc c'est un peu found footage, caméra à l'épaule et c'est une sorte de documentaire, c'est un making of en quelque sorte, du premier film du personnage de Pierre Niney, Raphaël Valande, qui est Mmh. un jeune réalisateur qui veut réaliser un film sur sa grand-mère, anciennement résistante et qui n'a pas du tout les épaules, le charisme et l'expérience pour, réaliser tout simplement un film. Moi, j'ai bien aimé, j'ai, pas mal rigolé, je suis assez client quand même, de ce genre d'humour, de, ce que peut faire Igor Gottman, comme dans Family Business par exemple, et j'ai surtout trouvé que les acteurs jouaient super bien ce côté, second degré, gênance. Tu es plus limite gêné, malaisé pendant toute la série que, à mort de rire, quoi. Je sais que toi, tu pas trop aimé. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire, ce que tu as pensé du début? Parce que tu même pas fini, je crois. Si, j'ai tout regardé finalement. J'ai fini récemment, j'ai OK. tout regardé parce que justement je savais qu'on allait en parler et comme c'était assez court, je me suis dit: «Allez, ça va vite en vrai», c'est quoi? C'est 8 épisodes je crois, donc c'était assez rapide. Alors je reste sur ma première impression. Alors déjà, il y a une première chose qui me gêne, c'est que Pierre Ninet, il est bien gentil, mais Pierre Ninet, c'est un des mecs, malheureusement pour lui, qui est quand même assez stylé dans le cinéma français et genre son rôle, j'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que son personnage, que ça soit incarné par lui ou pas, déjà de un, lui, je trouve qu'il l'incarne pas très bien parce que c'est un mec d'habitude qui a plutôt la tchatche. Enfin, je trouve que là, c'était pas le bon choix d'acteur. Je trouve qu'ensuite, le personnage qu'il Ah, il incarne joue bien quand même est pas ça. du tout crédible. Bah, il joue bien, mais en fait, son personnage est pas crédible. Tout le speech qu'il nous fait en début du deuxième ou du premier épisode sur le racisme, sur la misogynie, et cetera. En fait, les 3 quarts des choses et des péripéties, pardon, qui se passent, je n'y crois pas. Parce qu'en fait, ce n'est Ouais, pas mais c'est tu pas le vois, but. bah, oui, mais tu vois, par exemple, on pouvait comparer ça à The Office qui joue à peu près sur le même, style, c'est-à-dire, le malaise et cetera. Là où ça marche le malaise, c'est quand tu as une situation réaliste, avec quelque chose de réaliste qui se passe et où, bah, en fait, tu pourrais réagir comme les personnages le font et du coup, ça te met dans un espèce de malaise où tu comprends le malaise. Là, en fait, tu n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas une seule seconde à ce personnage. J'y crois pas une seule seconde, à la plupart des personnages, en fait, du film. Parce que pareil, toi, tu as trouvé qu'il jouait bien. Moi, je trouve que Vincent Cassel, par exemple, mais il est nul à chier. Alors déjà, ces derniers temps, je trouve qu'il est pas très bon, mais là, vraiment, je trouve je sais pas, il est là pour être là. En plus, Après, il joue le rôle d'un acteur qui se croit trop beau et qui est ouais, mais je le pas, trouve pas qui est bien une merde, incarné. quoi, donc J'y crois pas non plus. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la plupart des gens qu'on va voir connus, ils jouent leur propre rôle. Enfin, il y en a certains qui jouent leur propre rôle. Vincent Cassel joue même pas son propre rôle, donc il joue un acteur inconnu machin qui disparaît très vite. Donc j'ai pas trouvé ça non plus très drôle. Là où j'ai trouvé que la série au final m'a raccroché un peu, c'est sur sa fin. Parce qu'en fait, j'ai trouvé quand Igor Gottsman arrête de faire du The Office qu'il ne sait pas faire, donc quand il arrête de croire qu'il est drôle et que ses scènes de malaise sont bien, et ben en fait, il fait une vraie série. C'est-à-dire que sur les derniers épisodes, notamment les 2 derniers, il va y avoir du drame. Tout ce qui a été mis en place dans les anciens épisodes, bah, en fait, ça va toucher le personnage principal et les autres. Et là, tu as des situations qui commencent à être drôles. On va pas se divulgacher, mais la grand-mère, le retournement de situation sur la grand-mère est assez drôle. La façon dont c'est mis en œuvre est assez drôle aussi. Tous les comiques de répétition qu'ils ont mis en place au début, que je trouvais qui marchaient pas sur les derniers épisodes, ça marche. Et surtout, le personnage principal arrête d'être un faux personnage qui n'existe pas et ça devient un personnage qui a des sentiments, il évolue, il interagit avec les autres personnages normalement. Et là, donc vraiment sur les 2 derniers épisodes, notamment le tout dernier, j'ai trouvé hyper efficace. On va pas divulgacher encore une fois, mais c'est assez méta. Toi aussi, tu l'as vu, à la fin, c'est assez méta en ah plus. bah, oui, 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 complètement, ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça très cool. Donc vraiment, moi, ça m'a vraiment raccroché sur les 2 derniers épisodes. J'ai fait: «Ah putain, mais pourquoi il est pas allé plus vite dans ça?» tu vois? Parce qu'en fait, je trouve que ça traîne en longueur leur tournage et par exemple, dans le premier épisode, toute la scène où tu vois le tournage, en mode Seconde Guerre mondiale et tout, j'ai trouvé ça je trouvais ça vraiment intéressant pour le coup. Cette espèce de double jeu où on voit le tournage, on te montre des images, d'un faux film et tout, je trouvais ça hyper cool.
et tu sais, dans les extraits, on avait vu un extrait aussi avec les Vikings, où ils jouent des Ouais. Vikings. Cette scène, elle est drôle en soi. Moi, je la trouve très drôle. Le seul problème, Ouais, c'est qu'en ouais. fait, la scène, elle dure 1 minute 30 et c'est les 1 minute 30 qu'on t'a mis dans la bande annonce. Donc Ouais, en oui, fait, bon ça, j'ai forcément, trouvé hein. qu'il y avait pas beaucoup de grains à moudre, enfin de choses à se mettre sous la dent avant les 2 derniers épisodes, quoi. Ah moi j'ai trouvé le C'était pas personnage de mauvais François Civil quand même, et quand il arrive, il amène quelque chose, hein, quand même, ouais, quand il François arrive Civil, il vraiment est au alors centre de l'intrigue, moi ouais, j'ai beaucoup François aimé. Civil, j'ai trouvé que justement, voilà, c'est un des pourtant c'est pas un acteur que j'apprécie beaucoup et là, je trouvais qu'il tapait plutôt juste, je trouve qu'il est bien. Effectivement, j'aime bien son double jeu, non, non, j'aime bien. Mais notamment sur les derniers épisodes, encore une fois, où il se révèle beaucoup et là, c'est drôle. Vraiment, le dernier épisode, ça m'a étonné parce que j'ai vraiment beaucoup rigolé, quoi. Alors que je pense que j'ai pas dû sourire une seule fois dans les 4 ou 5 premiers et à la fin, j'étais un peu mort de rire. J'ai fait: «Ah non, franchement, là, c'est pas mal, ils ont bien réfléchi le truc et tout». Donc toi, tu recommandes du coup? Moi, je suis pas sûr. Je dirais: Moi je «Faites-vous votre recommande avis», mais je suis plutôt, pas ouais, sûr. je dirais que c'est quand même une série qui se regarde bien. Il y a que 8 épisodes, c'est pas des longs épisodes, c'est entre 30 et 40 minutes, donc c'est pas non plus, Ouais, impossible ouais, à ouais, c'est plutôt regarder. court. Si vous êtes client, de ces gars, de toute façon, de cette bande et de l'humour, qu'ils ont, qu'on a pu voir aussi, moi, ça me fait penser un peu à l'humour, Le Flambeau, La Flamme, hein, c'est pas les mêmes personnes Oui. qui réalisent, mais ça tourne quand même autour du second degré, autour de la Ouais, parodie ouais, de choses qu'on connaît, de choses hyper exactement, méta et tout. Et exactement. j'avoue que j'aime bien. Mais en fait, je me rends compte que ces séries, ça me fait la même chose avec, Le Flambeau, La Flamme. C'est des séries auxquelles je rigole plus après coup, avec mes potes, quand je me souviens des choses et que je me refais les phrases, Oui. bêtes. Et là, ça me fait encore plus rire que quand je les ai vues, en Mmh. vrai dans le truc, quoi. Donc c'est marrant. Mais Non, mais moi, je la recommande. différence avec Le Flambeau, c'est qu'on n'y croit pas au personnage. On part du principe que c'est de la blague, tu vois? Alors que Bah, Le Flambeau Fiasco, tu aussi, quand même, vois, oui, Le Flambeau, La Flamme, enfin voilà, ça, c'est en mode blague, mais Ah je oui, trouvais que justement Fiasco, il se prend au premier degré, tu vois? Un peu comme peut le faire, mince, l'autre série de Igor Gottman qui est, Family Business. hem Family Business, mais Family Business, je trouve que les personnages, on y croit. Parce que même s'il y a de l'absurde et cetera, les personnages, ils sont cohérents, tu vois? Ils pourraient exister, en fait. Donc mais voilà. Mais à voir, hein. De toute façon, c'est un mec, Igor, il fait plein de choses, donc je pense qu'on aura vite des nouvelles de sa part sur une autre série ou autre chose. Sûrement avec Netflix, parce qu'on l'a pas précisé, mais c'est encore sur Netflix, quoi. Ouais, puis bon, il a ses copains, il a sa bande qui le suit, hein, donc ça, un truc, il C'est aura pas ça. de souci d'acteur. Si vous êtes, intéressé, allez le voir, sinon vous pouvez passer à côté, mais ça reste une bonne tentative, française, sur Netflix de faire quelque chose. Bon, après on pourra pas vous donner les chiffres puisque sur Netflix on n'a jamais de chiffres, donc on est un peu désolé pour ça. On enchaîne après cette série avec un animé qu'Axel a pu voir ce mois-ci, ce mois de mai. Je lui laisse la priorité pour nous présenter ce nouvel animé. Oui, alors moi je voulais vous parler d'un animé qui est tiré d'un manga de Inyo Asano, qui était sorti il y a à peu près 10 ans, je crois, qui s'appelle Dead Dead Demons DDDD Destruction. Donc il y a plus simple, on est d'accord. C'est un plaisir C'était ce nom. sorti voilà, le premier épisode, il est sorti il y a quelques jours, il me semble, ça vient de commencer, donc ça vient de commencer fin mai là. Ça sera un épisode, chaque semaine, sur 18 épisodes, il me semble et en fait, à la base, le pitch de départ, c'est, on suit des collégiennes, il me semble, ou des lycéennes qui, habitent dans la ville de Tokyo et en fait, au-dessus de la ville de Tokyo, s'est installé depuis, quelque temps un vaisseau spatial qui carrément presque cache le soleil et en fait, il y a des aliens qui sont là et qui apparemment communiqueraient avec le gouvernement et tout ce petit monde, c'est-à-dire les collégiens, les salarymen et cetera, doivent continuer leur vie comme si de rien n'était et du coup, on suit la vie de plusieurs, jeunes filles qui évoluent, dans cette ville avec les extraterrestres au-dessus d'eux. Alors, c'est un peu particulier parce que ce que je vous raconte, c'est le pitch du manga. Moi, j'ai regardé le premier épisode de l'animé et l'animé, à la base, je me suis renseigné, c'est sorti en 2 films au Japon, assez récemment, 2 films de 2 heures et ils ont décidé pour, l'Europe, pour, les États-Unis et cetera, de le sortir sous format animé, donc en 18 épisodes et le premier film a l'air de se concentrer sur pas ces personnages-là. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont retourné le truc et que ce qu'on est censé apprendre plus tard, cette fois-ci, ils l'ont mis dès le début. Du coup, je vous en dis pas trop, je vous laisserai découvrir, mais le principe, c'est qu'à Tokyo, les extraterrestres sont débarqués, qui vivent au-dessus de nos têtes et que on fait comme s'ils n'existaient pas. C'est District Et 9, donc, c'est hyper à Tokyo. intéressant. Et il y a un peu de ça, surtout que ce qui est assez particulier, c'est que Inyo Asano, si vous connaissez pas, on vous mettra des images. Il a un trait assez particulier, très rond, mais assez réaliste. Et surtout, tu sais, c'est ce genre de mangaka qui peuvent avoir un trait très rond,
mais tu sens que ce trait rond, il cache des choses. Tu sens qu'au moment où il va y avoir des choses un peu graves et cetera, ça va vite, s'intensifier et c'est Ouais. exactement ce genre de manga. Un pitch assez basique, un peu drame, school life, avec de la science-fiction et puis ça part très vite, dans d'autres choses. C'est animé par Production Plus H. Alors Production Plus H, c'est un studio qui est habitué à travailler avec Netflix. Bon là, ça sort pas sur Netflix malheureusement, ça sort sur Crunchyroll. Mais du coup, c'est un studio qui a déjà travaillé pour Netflix, notamment sur certains films ou séries qu'ils ont sortis en animation. C'est un très, très bon, studio et du coup, après avoir vu le premier épisode, je vous recommande. Le premier épisode accroche très, très vite. C'est-à-dire que vraiment, il dure, 25 minutes et au bout de 4 minutes, tu es un peu pris dedans. Tu fais: «Ouh mais qu'est-ce que je suis en train de mater?» Il y a beaucoup de choses qui se passent et voilà, je vous recommande, c'est vraiment très, très bien. Le manga est très, très bien, mais l'animé, je pense que lui aussi va l'être donc voilà, je vous recommande, c'est sur Crunchyroll, allez-y les yeux fermés. On reste dans les mangas, Axel? T'en as lu des nouveaux qui sont sortis ce mois-ci? Pareil, vas-y, présente-nous ça, donne-nous envie Ouais. d'être comme toi, de découvrir tout plein de mangas, parce que tu toujours le temps de je sais pas comment tu fais à chaque fois pour lire des nouveaux trucs, c'est ça en fait, la nouveauté, toujours de trouver des nouvelles choses, être motivé pour lire des nouvelles choses, donc je te laisse nous présenter ces nouvelles licences. Bah, écoute, je me baladais dans ma librairie à côté de chez moi en me disant: «Tiens, je vais prendre la suite des mangas que je prends d'habitude» et en fait, je suis tombé sur un manga alors, je dis qu'il est nouveau, mais en fait, il a commencé en janvier 2024 en France. Ça s'appelle Thunder Free, donc Thunder comme l'éclair 3. C'est Ça s'appelle Thunder Free, donc Thunder comme l'éclair 3. C'est au dessin et au scénario Ikeda Yuki. Alors c'est un homme, je crois et il me semble que c'est son premier manga. Donc c'est assez particulier parce qu'en fait, vous verrez, son trait ressemble beaucoup à l'auteur de Gantz. Pour ceux qui ont la référence, on vous mettra des images. Donc, la particularité de ce manga qui a commencé en France en janvier, c'est que c'est un shonen d'action et de science-fiction et que le pitch de départ, c'est qu'en fait, on va suivre 3 collégiens, dont un qui a une petite sœur qui s'appelle Futaba. Et Toujours ces des 3 collégiens, collégiens hein. qu'on su ouais, ouais, et ces 3 collégiens qu'on surnomme les Small Free, en gros, ils décident de jeter un œil à un espèce de jeu de PS5 qu'ils ont reçu de leur professeur, qui sera un jeu PS5, apparemment avec des graphismes 8K et cetera, machin. Du coup, ils vont lancer ce jeu-là et ils vont se rendre compte, qu'en fait, ce jeu PS5 n'est pas un jeu, que c'est un portail vers un autre monde et en fait, la particularité, c'est que le début du manga, le style graphique, c'est, on va dire, du manga des années 80-90. Donc très, très rond, peu de détails, assez minimaliste et cetera. Donc vraiment un peu cartoon et ces personnages-là, ils vont débarquer dans un nouvel univers et ce nouvel univers, c'est un univers à la Gantz, donc c'est hyper réaliste. Tu as beaucoup de trames, les trames, ça va être, tout ce qui va servir pour mettre de la texture ou de l'ombrage dans les mangas. Ouais. C'est hyper chargé. T'as des Tout de suite, les personnages, ils ressemblent, il y a vraiment un truc hyper réaliste et cetera et ces personnages-là qui ressemblent à des petits personnages de cartoon vont débarquer dans ce monde-là et se rendre compte qu'en fait, leur structure moléculaire est différente du monde dans lequel ils arrivent et que comme elle est différente, ils sont à l'image d'un Looney Tunes virtuellement indestructible. OK, C'est une espèce de OK. One Punch Man. Ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils sont un peu à la One Punch Man et que, par exemple, pour te donner un exemple, dans les premières pages, l'un d'eux va se prendre un missile d'un avion sur la gueule et il ne va littéralement rien ressentir et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, c'est un peu comme des super héros et à partir de là, on va les voir évoluer dans ce monde-là. Alors j'en dis pas trop, mais et du coup, c'est un univers l'univers dans lequel ils débarquent, la particularité, c'est que comme l'animé dont je viens de vous parler, les extraterrestres sont débarqués, les extraterrestres sont en mode tourisme dans ce monde-là, sont en train de prendre en fait d'assaut, la Terre, de prendre d'assaut, les denrées rares, la bouffe et cetera et du coup, ils débarquent au milieu de tout ça. Je vous recommande les yeux fermés ce manga. Si vous aimez en plus tous les délires multivers, c'est très à la mode, on est vraiment à fond dedans. C'est très, très bien dessiné, c'est hyper bien rythmé. Moi, j'ai acheté les 3 premiers tomes du coup, le quatrième sort cet été. C'est vraiment top. Je suis très, très surpris, moi-même, je m'attendais pas à ça et voilà, je vous recommande d'y aller les yeux fermés si vous aimez ce genre de dessin et ce genre d'histoire. Vous l'aurez compris, encore un manga de science-fiction, après l'animé de science-fiction en quelque sorte, hein, des aliens, beaucoup de multivers. Je crois que le dernier que tu as lu, il est un peu plus réaliste celui-là. Oui, alors celui-là est un peu plus réaliste et surtout un peu plus classique. Ça s'appelle DRCL Midnight Children pour Dracula en fait. C'est, dessiné et mis au scénario par Shinichi Sakamoto, mais bien sûr c'est tiré de l'œuvre culte de, Bram Stoker, donc Dracula. C'est édité chez Kiun et c'est sorti alors c'est pareil, le deuxième tome vient de sortir là, ça a commencé en février il me semble. La particularité de celui-là, c'est que c'est alors,
déjà le dessin, il faut commencer par ça. Ça va te plaire, Robinson, parce que le dessin se rapproche beaucoup de ce qu'on a pour du Berserk. Donc ça se rapproche beaucoup de ce que fait Miura. C'est hyper beau, c'est hyper réaliste, le trait est très fin, il y a des milliers de détails, enfin, c'est magnifique et c'est une réinterprétation du mythe de Dracula. Je vous en dis pas trop parce qu'au final, Ça me chauffe plus ça ça. prend une tournure comment? Ça me chauffe plus ça, je dis, rien que Je juste, tu m'as rien dit pense que dessus, ça peut te mais ça me je chauffe pense que ça bien, peut te Dracula en chauffer. manga. C'est ça et la petite particularité, c'est qu'on va alors d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai lu que 2 tomes, on va suivre toute cette histoire, un peu de façon épistolaire et en même temps pas vraiment. En tout cas, c'est raconté par un personnage qui est dans les histoires, mais un peu quand même, extérieur à tout ça. C'est assez malin et vraiment c'est sublime. Genre au niveau du dessin, même l'édition, on vous mettra des images, l'édition elle est en mode, comme si c'était un vieux manuscrit. C'est Ça, c'est vraiment pas mal. Kiyun, ils sont C'est trop forts, vraiment pour les éditions. ouais, Kiyun, exactement. Donc je vous recommande. Moi, j'ai lu le deuxième tome. C'est vraiment génial. Alors par contre, je préfère prévenir tout de suite, ça a pas le classicisme de Bram Stoker. Ça va parler de sexualité, ça va parler de plein de choses classiques du vampire, mais sous un prisme plus moderne, hein. On n'est pas, voilà, on est vraiment dans un truc un peu plus voilà. Donc vous êtes prévenus. Moi, je trouve ça génial, surtout que le mythe du vampire, de toute façon, amène à la sexualité et peu importe, quelle sexualité. Donc voilà, je vous recommande et bien sûr à pas mettre entre toutes les mains parce que au delà que ça soit violent, comme je vous le dis, il y a du sexe, il y a ce genre de choses. Donc voilà, pas mettre entre toutes les mains, mais vraiment très, 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 très bien. DRCL pour Dracula, Midnight Children, c'est ça? Exactement, DRCL Midnight Children. Je note, j'irai peut-être voir ça à la librairie quand j'y retourne. On va enchaîner les news et nos actus et ce qu'on a pu faire, ce mois-ci avec, la partie jeux vidéo et je vais commencer moi avec le nouveau FPS de Ubisoft qui s'appelle XDefiant. Alors la première particularité de ce bon là, pour présenter en quelque sorte, hein, c'est Call of Duty, hein, en gros, en très gros, hein, ça reste du FPS très très classique avec des modes de jeu et des agents qui ont, une grenade et un spell en quelque sorte, un pouvoir, c'est un grand Ouais, mot de dire un pouvoir, mais c'est en mode, une hero habilité shooter, tu veux quoi. dire? Voilà, non, 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 pas à ce point-là non plus parce qu'il y a vraiment, une seule habilité, qui a un cooldown assez long, donc on peut pas la spammer du tout, c'est pas du tout basé là-dessus, c'est basé sur le shoot, hein, quand même, mais on a quand même une petite habilité et la particularité du coup de ce X-Defiant, c'est qu'ils ont mélangé leurs univers, pour nous offrir des différentes, factions, en quelque sorte. On a, pour l'instant, 5 factions. On a 3 factions qui viennent de l'univers Tom Clancy's. Donc on a, si je dis pas de bêtises, The Division, Ghost Recon et Splinter Cell. Et on Mmh. a, la faction de Far Cry aussi et en dernière faction qui est, pas disponible dès le début, faut grinder un petit peu pour l'avoir ou payer évidemment, c'est Ubisoft, la faction de Watch Dogs, donc les DedSec, hein, Ouais, la c'est un multiverse, à la Ubisoft, quoi. Avec leur exactement. licence. Donc ça change pas grand-chose, hein, c'est juste tu choisis ta faction et ton personnage, tu peux changer pendant la game, il y a pas de restriction et en Mmh. gros, ça te donne différentes, habilités qui sont un petit peu légèrement différentes des autres. Les armes ne changent pas entre les différentes classes, sauf, certaines armes D'accord. spéciales. Tu as une compétence ultime qui se débloque assez lentement et donc tu peux l'utiliser une fois, grand max 2 fois dans la game, mais c'est très rare. Donc ça pareil, Ouais, c'est pas d'accord. trop déséquilibrant là-dessus. Mmh. Maintenant la question donc ça c'est sorti le 21 mai, sauf que c'était déjà Ouais. sorti en alpha il y a 1 an. Tout le monde avait joué dessus, tous les influenceurs, les streamers avaient joué dessus et du coup là, Ouais, il y a tout le un monde peu avait avec zéro hype. Ubisoft, ouais. Ouais, Ouais, il voilà y a et 0 ouais, moi j'en avais même pas entendu parler, hein, tu m'en avais il y a parlé, moi 0 je l'ai hype pas surtout parce testé. que parce qu'il y a rien qui a changé en fait, par rapport à l'alpha qui est d'il y Ouais. a 1 an, Ah ils disent tous parce que que manette en main, c'est agréable au moins? C'est quoi? C'est un peu plus Call of Duty du coup, alors, c'est complètement Call of Duty. Si on aime ce genre de jeu, c'est assez sympa. C'est un FPS basique, mais moi, je dis enfin, il y a quand même plusieurs modes différents. Il y a les modes classiques, domination, contrôle de terrain et cetera. Il y a un mode escorte un peu à la Overwatch. Donc il y a des choses, il y a pas mal de choses, c'est assez varié, pas mal de maps aussi, inspirées des mondes, d'Ubisoft. Mais ça reste assez léger, je trouve, en termes de c'est pas lent, hein, ou alors je suis trop habitué peut-être aux jeux Overwatch et tout aujourd'hui où ça va à 2000 à l'heure, mais c'est un petit peu, c'est un peu léger en animation, c'est un peu léger ah, en les tout, il y a pas déplacements sont grand-chose. assez classiques, non?
Tu peux pas trop 100 grimper et tout, il me classique. semble. Tu peux grimper, basiquement, Ouais, sur les trucs qui sont au-dessus de ouais, toi, mais c'est tout. parce que le Mais dernier c'est Call of voulu. Duty, ils ont ajouté pas mal de trucs quand même et c'est vrai que du coup, ça fait un peu vieux, quoi, j'ai l'impression. Vu de l'extérieur, en tout cas. C'est ouais, c'est très classique, ça honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. J'y joue en ce moment parce que mes potes y jouent et donc du coup, c'est sympa, ça nous fait nous retrouver, sur un FPS, simpliste. Mmh. Mais bon, c'est free to play, hein, 1 chose, donc déjà, c'est pas dégueu, niveau, pour essayer un jeu, c'est toujours sympa. Ouais. Évidemment, il y a un battle pass et plein de microtransactions, c'est Mais Ubisoft, hein, non, faut on est c'est pas voilà, vrai. Ça aucune me surprise. surprend, hein. C'est pas donné, mais c'est les prix classiques, hein, il y a pas de surprise non Ouais, plus c'est les là-dessus. prix Ubisoft, quoi. Donc voilà, X Defiant, je j'irai pas jusqu'à le conseiller non plus, mais si vous cherchez un jeu sympa, FPS en ce moment, voilà, ça a le mérite d'être là et d'être gratuit. Ouais. Heu, C'est un peu donc c'est un peu dommage parce que en ce moment, en plus, en FPS gratuit, on a pas mal de propositions. On avait parlé d'un jeu, j'ai plus le nom, mais qui était fait par les anciens de Battlefield qu'on avait testé, aussi free to play, tu sais, c'est des équipes de 3. Ça me fait un peu penser à ça, mais c'est des équipes de 3 où tu peux te déplacer, oui, détruire tous les bâtiments et tout. J'ai plus le nom, mais on y a joué, moi qui non plus, pareil mais oui. se tu l'impression qu'en fait tous les 6 mois ou The tous les 4 Finals. mois, il y a un nouveau voilà, The Finals. On a l'impression que tous les 4 ou 6 mois, il y a un nouveau FPS qui sort, souvent d'anciens de tel team ou de machin et que ça se prend les pieds dans le tapis à chaque fois. Je veux pas, trop, m'engager, mais je pense que tu seras d'accord avec moi. De toute façon, Call of Duty est indéboulonnable. Je pense que de toute façon, ça ne Pour sert l'instant, à oui, rien de hein. Pour continuer à l'instant, aller oui. chercher sur ces plates-bandes. Call of Duty ne bouge pas. À moins de faire un parce que Battlefield va sûrement revenir, dans la course très bientôt. On verra s'ils sont au niveau. Mais, ce genre de jeu, de toute façon, en général, on vous les recommande pas et même nous, on les teste pas souvent parce qu'en fait, ils se ressemblent tous puis ils disparaissent au bout de 6 mois, quoi, donc c'est un peu triste malheureusement. La seule chose qui les fera tenir un peu peut-être, c'est, la sortie de contenu. Comme c'est Ubisoft, ils ont plein de trucs, à rajouter Ouais. et à voir comment ils jouent avec ça. Mais, une faction, j'en sais rien, je dis des bêtises, hein, mais Assassin's Creed, alors évidemment pas les assassins, mais avec des petits trucs en plus, ça peut être sympa. Une Ouais. faction lapin crétin, j'en sais rien, si on veut aller plus loin, je sais Bah pas. ouais, c'est un peu dommage. Surtout qu'ils ont une série multiverse en ce moment qui était sortie sur Netflix, qu'on vous recommande, j'ai plus le nom. Ah Donc oui, c'est un peu dommage qu'ils partent pas plus dans ce truc-là, un peu fun quoi. Genre, après je en pense plus ça aussi c'est colle mieux. pour pas te sortir tout de suite, hein. C'est aussi pour, justement se garder un peu des trucs à Ouais, mais là, sortir, leur jeu, c'est comme ça on marche, va pas se mais mentir, il est mort leur jeu quoi. Moi, je suis allé vite faire ouais, un ouais, non, page, il y a pas un tour sur la page Steam. Il y a zéro personne. Tous les commentaires ils sont assez négatifs, hein. Tu sens que malheureusement le jeu, déjà s'il démarre comme ça va être compliqué quoi. Mais on verra, hein, l'avenir nous le dira. Mais bon, de toute façon, c'est Ubisoft. Souvent, ils lancent des jeux free to play, 6 mois après, ils les ferment, hein, donc je pense que celui-là, malheureusement, va pas échapper à la règle. dans un autre style, tu as pu jouer toi à Hellblade 2 ce mois-ci? Ouais, alors j'ai testé 2 heures parce que vous allez vite vous en rendre compte, de 1 c'était pas pour moi, de 2 c'était compliqué. Alors donc c'est Hellblade 2 qui est la suite de Hellblade 1, fait par la Team Ninja Theory. Ça C'est aussi, on en avait sorti déjà parlé, sur ouais, dans les anciennes, ouais, wishlists, hein. on avait déjà parlé de Ninja Theory, ouais. Et là du coup, la particularité c'est que ça sort sur le Game Pass, Day One, donc le 21 mai. Ça se passe, au 9e siècle en Islande et on suit, on va dire, une femme du Nord, qui en gros alors j'ai plus trop, je me souviens plus trop de sa maladie, mais en gros elle a une maladie mentale qui fait qu'elle entend des voix et tout le jeu se base sur le fait que, on entend des voix dans nos têtes et que du coup elles nous disent des choses et cetera. C'est ce qu'on appelle comment on pourrait dire? Un narrateur actionneur, enfin, genre, en gros, c'était un jeu avec beaucoup, beaucoup de narration et un petit peu de gameplay. Dans le 1, le gameplay se traduisait par des combats, très simples avec, parade, esquive, taper, taper léger et cetera, taper lourd et à côté de ça, des puzzles hyper simples aussi, mais des fois un peu mal foutus. C'était des puzzles où, en gros, on te donne des signes, souvent des signes en rapport avec, la mythologie, nordique et ces signes-là, il faut les retrouver dans le décor. Heu, du coup, moi, j'avais trouvé le 1 très moyen, mais il y avait quand même une proposition qui était intéressante et il y avait un scénario autour de l'handicap qui était assez cool quand même, parce que comme elle est handicapée, au final, ça lui amène, une perception des choses assez différente et on ne sait jamais si ce qui est en train de se passer est vrai ou si ça se passe dans sa tête. Le problème, c'est que dans le 2, absolument rien n'a changé. Le jeu est toujours un jeu d'action, narratif. La petite différence dans le gameplay, c'est que le gameplay a été encore plus simplifié. Je vais t'expliquer très clairement comment ça se passe. Tu rencontres un groupe d'ennemis ou un ennemi tout seul. La caméra se focus automatiquement sur l'ennemi, d'accord? De là, il va y avoir un espèce de duel, une joute où tu vas pouvoir pareil esquiver, bloquer. Tu vas avoir trois, quatre coups différents pour essayer de niquer le mec en face. Une fois qu'il est battu,
un autre personnage prend sa place s'il y a d'autres personnages autour et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnages. Ça, c'est le gameplay bagarre. Ce qui est intéressant, on vous mettra des images, c'est qu'entre chaque bagarre, par exemple, tu vas être dans une mêlée, il y a plein de gens qui se tapent dessus, tu te bats contre un mec, tu le tues, au moment où tu vas le tuer, il y a un autre mec qui va te pousser par derrière, la caméra va bouger, il se passe ou on va t'attraper par l'épaule, etc. Et en fait, toutes les transitions entre les différents combats sont très intéressantes, c'est très visuel, c'est hyper beau. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais le jeu, il est presque photoréaliste, hein. Moi, j'en ai la mâchoire qui est tombée par terre presque, tellement le jeu, il est beau, le mode photo est incroyable. Maintenant, voilà, le gameplay, c'est ça. Ils ont gardé le gameplay puzzle qui est encore plus simplifié et il y a rien d'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai joué 2 heures, j'ai fait à peu près le tour de toutes les mécaniques du jeu qui étaient déjà présentes dans le 1 et en plus de ça, l'optimisation est aux fraises. Mais quand je dis elle est aux fraises, c'est-à-dire que même moi, avec mon PC qui est plutôt bien, je peux pas le faire tourner mieux qu'en moyen et même en moyen, j'ai des saccades, mais de partout, tout le temps. Donc est-ce que je vous recommande le jeu? Pas vraiment. On va pas non plus s'attarder sur son scénario qui fait passer le handicap pour un super pouvoir, où je trouve que ça en devient presque ridicule. Alors là, je vous renvoie vers la vidéo d'Exerve, donc Exerve sur YouTube qui en a parlé mieux que moi, qui met bien en avant le fait que dans le 1, le handicap, c'est quelque chose dont on se sert pour poser des questions et cetera, questionner le joueur. Là, le handicap, ça devient un super pouvoir et les voix que tu as dans ta tête, en fait, elles te donnent des indications sur ce que tu dois faire. Voilà, classique Donc en ce moment voilà, aide extérieure dans les exactement. jeux vidéo, ouais. Exactement. Donc malheureusement, je trouve que c'est, attention, un coup d'épée, dans l'eau, que le jeu vaut pas vraiment, son temps, malheureusement. Pourtant, il est assez court, hein, c'est pareil, on l'a pas dit, mais 6-8 heures. Je pense que ça vaut pas le coup, à moins que vous soyez hyper fan de cet univers et que vous ayez pas envie de vous prendre la tête parce que vous pouvez presque poser la manette et le jeu enfin, moi, en 2 heures, je suis mort 0 fois. Donc ouais, je vous le recommande pas, mais après, si vous avez le Game Pass, vous pouvez quand même le lancer pour tester, si vous avez une bonne config, bien sûr. Et on va terminer rapidement ce qu'on a pu tester ce mois-ci par un dernier jeu vidéo qu'Axel a pu essayer, qui s'appelle Animal Well. Je te laisse nous le présenter. Yes, alors on va aller assez vite dessus parce que je veux pas trop en dire dessus. C'est un petit jeu indé qui est sorti. Alors son prix, je l'ai plus en tête, mais ça va être une petite trentaine d'euros parce que c'est pas un si petit jeu que ça. Sorti le 9 mai 2024. Du coup, c'est développé par une seule personne qui s'appelle Billy Basso. Billy Basso, c'est un mec qui a fait le moteur du jeu, il a fait le visuel pixel art du jeu, il a fait la musique 16 bits du jeu, il a fait la physique du jeu, enfin il a fait littéralement tout ce qu'il y a dans le jeu. Un jeu qui est quand même assez conséquent, on met une bonne quinzaine d'heures à le finir au minimum. Et en fait, c'est publié par Big Mod et Limited Run Games. Et Big Mod, il me semble que ça a été monté par un YouTuber qui s'appelle Dunkey, un YouTuber américain. Est-ce que tu le connais? Ça me dit rien comme ça. Moi non plus, mais c'est un YouTuber américain hyper connu apparemment et je crois qu'il est Twitcher aussi et en fait avec sa commu, il avait discuté depuis longtemps du fait de créer un jeu un peu mystérieux et cetera. Du coup, il a contacté Billy Basso qui lui a fait ce jeu en plusieurs années, donc ils ont travaillé ensemble. Le jeu a connu plein de choses différentes et maintenant, si on doit expliquer ce qu'est le jeu, c'est un jeu en pixel art 2D. On va dire que c'est un platformer puzzle, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de plateformes dans le jeu, mais le but, c'est de récupérer, je ne vais pas vous en dire trop, mais le but, c'est de récupérer des objets, donc notamment des œufs. Pour cela, il va falloir comprendre l'univers dans lequel on évolue, comprendre la map, comprendre les animaux, ce qu'ils veulent nous demander, comprendre quel animal interagit avec quel objet, etc. Et ton but, ça va être, via de la plateforme et via de la réflexion, d'arriver à récupérer tous les œufs dans tous les niveaux. Donc, c'est sous forme de Metroidvania, hein. Donc, il va y avoir des grandes salles avec un. Quand vous pouvez faire apparaître la map, il y a plein de salles, on vous mettra des images. Tout est interconnecté. C'est hyper malin. C'est un des jeux les plus malins de cette année. La physique du jeu est tout bonnement incroyable pour un mec à travailler tout seul. Les visuels sont incroyables. Il y a quasiment pas de musique, mais le sound design, pareil, est hyper prenant. On a l'impression d'être au fond d'une cave, d'entendre les gouttes qui tombent, et cetera. Donc je vous recommande le jeu. Je vous en dis pas plus, mais vraiment pour le prix et si jamais vous aimez les jeux vraiment mystérieux, quoi, où vous allez prendre du temps à essayer de comprendre ce qu'on vous demande, et cetera, c'est vraiment, le jeu de l'année, quoi, à ce niveau-là. Donc allez-y, les yeux fermés. En tout cas, ouais, c'est encore une licence dont tu nous fais, l'apologie et donc qu'on a envie de tester. Moi, je trouve que c'est assez mystérieux, Franchement, moi, j'ai bien je envie suis pris d'essayer. dedans. Ouais, franchement. Puis moi, j'ai commencé vite fait avec ma compagne. Et en fait, c'est suffisamment mignon et suffisamment intriguant pour que tu aies envie d'aller tester des trucs et de faire ah, attends, mais il y a ça, mais il y a ça. Donc, le jeu te renvoie toujours la balle en mode tu vas t'investir et le jeu va te récompenser. Du coup, tu as envie de continuer, quoi. Donc, ça, c'est très, très bien en général. On conclut cette partie sur ce qu'on a pu voir, lire, ou faire pour ce mois-ci et on va terminer, cette wishlist par
notre principale attente pour le mois prochain. Je vais commencer, est-ce que je serai déçu ou pas déçu? On verra bien, mais moi, ma principale attente pour le mois prochain, c'est le film Vice Versa 2, pour la simple et bonne raison que j'avais adoré le premier. Je le trouvais super intelligent, super cool et rafraîchissant à l'époque, en tout cas, dans ce qu'avait fait Pixar, puisque, on en a déjà parlé une fois, je sais plus, pour quelle occasion, mais justement, je trouve qu'après ce film, il y a beaucoup de Pixar ou même de Disney qui ont utilisé ce côté un peu petites créatures, qui sont pas vraiment réelles, qui accompagnent, tes émotions et cetera, et donc pour moi, c'était un peu le précurseur de ce mouvement. Donc ils sortent un 2 où l'héroïne est devenue adolescente et où forcément de nouvelles émotions vont venir, s'ajouter au panel d'émotions qu'on avait déjà dans le 1. Voilà, je j'attends pas un grand film, hein, ça reste un Pixar, pour les enfants, mais justement, je trouve qu'il est assez malin pour être, à la fois pour les enfants et parler aux parents, aux jeunes parents ou même aux futurs parents et donc voilà, j'ai hâte d'aller le voir. J'irai le voir, c'est sûr, au cinéma, je pense aussi, on verra bien, mais en tout cas, je vous j'espère que Vice Versa 2 ne me décevra pas. Tu as envie de le voir, toi? Ouais, moi j'ai envie de le voir carrément, j'avais beaucoup aimé le 1. Je pense que c'est un des Pixar, que j'ai le plus aimé de ces dernières années. On En fait, quand tu en faisais référence, parce qu'on avait parlé de ce genre de choses, c'était pour, il me semble, la sortie du film Élémentaire, qu'on avait commenté l'année dernière et ouais, j'ai vraiment hâte parce qu'en fait le 1 était vraiment très bien, le 2, ça fait un moment qu'on nous le tease quand même, on savait que ça arrivait depuis plusieurs années. J'espère ne pas être déçu, mais je pense pas l'être parce que je pense que là, pour le coup, Vice Versa 2, c'est vraiment là où Pixar et Disney misent beaucoup. Donc j'ai toute confiance en Pixar, moins en Disney, mais toute confiance en Pixar. Donc ouais, moi je vais aller au cinéma, je pense, et je vais aller le voir et on croise les doigts, on vous en reparlera sûrement. Quelle est ton attente à toi pour le mois prochain, Axel? Bah, le mois de juin, il est un peu chargé à fond. Du coup, moi, on va dire que mon attente, c'est, le Summer Game Fest, donc le festival du jeu vidéo qui remplace le 3, qui va commencer, alors il me semble que ça commence à partir du 29 mai avec la conférence, française, je crois, My French Games, si je dis pas de bêtises, et ensuite ça va enchaîner jusqu'au 9 juin, donc il va y aura des conférences de Microsoft, peut-être Disney qui va Disney, Nintendo qui va peut-être faire une conférence qu'il va mettre en ligne. Enfin voilà, moi j'ai vraiment très hâte parce que, pendant ces conférences-là, on a toujours beaucoup d'annonces, souvent des jeux qui sortent, au moment où ils sont annoncés aussi. Donc on en reparlera, mais j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté cette année, puis de voir un peu parce que là, on rentre dans une ère qui est un peu particulière. La PS5 et la nouvelle Xbox, ça fait un moment quand même qu'elles sont sorties. J'ai envie de voir, est-ce qu'on va avoir des nouvelles licences enfin qui vont apparaître? Est-ce qu'on va avoir des suites, de jeux qu'on n'attendait pas forcément? Voilà, je sais pas trop où on va donc j'aime bien les années comme ça T'attends, où on tu attend les gros salons. un truc en particulier? Une annonce, un truc? Bah, non justement, mais du coup ça me hype parce qu'en fait quand on attend quelque chose, souvent on est déçu. Quand on attend rien, c'est souvent là on est surpris. Ils vont sûrement nous montrer des nouvelles licences, des nouveaux trucs donc j'ai vraiment hâte de voir, on va dire, de pou parce qu'en fait c'est souvent ça qui donne le ton pour le reste de l'année. Donc on verra, j'ai hâte de voir et puis, je vous conseille aussi alors c'est à des heures pas toujours très simples, mais il y a quelques conférences qui se passent en début de soirée donc, je vous conseille d'aller jeter un œil, souvent c'est des conférences assez rapides en plus. Peut-être des nouvelles des éternels, je sais pas comment dire, jeux qu'on nous a teasés et qui n'existent plus. Ouais, Peut-être des bah, le nouvelles jeu de Wolverine, Beyond Good and Evil, peut-être des peut-être Beyond nouvelles Good and de Evil, comment ça s'appelle la suite de Hollow Knight dont Silksong? Silksong, Que tout le ouais monde, Silksong j'y crois plus, mais attend j'aimerais bien, ouais. à chaque jeu. Peut-être, je dis ça bien peut-être, un truc une goutte de GTA 6, je sais pas, quelque chose? Je pense Donc pas, mais peut-être, hein, voilà, peut-être. en tout C'est pour cas, ça que quelques trucs, j'ai envie de je suis excité un peu pour une fois. ouais, en tout cas, ouais, cette partie de l'année est toujours propice, à plein d'annonces et à plein de choses, qui hype ou alors qui ne font que, retarder les attentes, hein. Parce que des fois, ils nous annoncent des jeux, puis on le revoit 2 ans après et la sortie a été décalée de 2 ans, hein, donc C'est c'est un ça. peu frustrant. Mais en tout cas, ce Summer Game Fest, pareil, hâte de voir, on vous en reparlera sûrement, le mois prochain. On va donc conclure cette wishlist sur, ces différentes attentes qu'on a pour le mois prochain, en espérant que vous puissiez y trouver votre bonheur. On vous invite à continuer à regarder la vidéo sur Furiosa et à bombarder de likes, cette vidéo pour qu'on puisse, continuer à avancer dans notre travail et pour que vous puissiez nous donner de la force. En attendant, nous, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à la prochaine wishlist. Salut tout le monde.